Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, top 10 de fin de saison. Et aujourd'hui, on va parler des moments marquants. Alors, cette année, vous avez de la chance, ces moments marquants en positif. On va regarder un petit peu tout ce que j'ai aimé, tout ce qui m'a impressionné cette année. Sur la saison 2024, voilà, et puis des moments que positifs, parce que c'est vrai que il n'y a pas de moments négatifs cette année sur ce... Ah si, il y en a qu'un moment négatif, enfin deux moments négatifs, mais sinon c'est que des moments positifs sur cette vidéo. Je vais y arriver. On enregistre un petit peu tard aujourd'hui parce qu'on est à la bourre. J'espère que vous allez vous abonner. J'espère aussi que vous allez aimer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire bien ce qui vous a plu. Ce qui vous a marqué vous aussi dans cette année 2024, si ce n'est pas dans le classement. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, ça me permet de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur les miniatures ou sur les notifications, plus les vidéos sont mises en avant par la plateforme. Et puis deuxième moyen de me soutenir, eh bien vous pouvez également faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette vidéo, avec pas mal de moments marquants. Je disais, oui, des moments marquants vraiment positifs, parce que déjà j'évite de faire un petit peu des redites avec d'autres vidéos. Donc là, il y a un moment où il y aura une redite, mais sinon, voilà, j'évite de le faire. Et puis, parce que là, voilà, il y a eu pas mal de moments importants, intéressants. Il y a même beaucoup de mentions honorables, même que j'ai pas réussi à mettre dans le classement, mais qui étaient des moments intéressants. Donc, on commence tout de suite par le 10e de ce classement. On regarde tout de suite le numéro 10 de ce classement. Eh bien, c'est Tadej Pogačar au championnat du monde. Oui, ça a été la performance la plus incroyable de Tadej Pogačar. Alors, certains diraient, oh, ça m'a que 10e, pas avant, pas au-dessus, du côté de ce classement. Bah oui, mais il n'y a pas eu que des trucs non plus. Il y a eu des trucs qui m'ont plus, que j'ai plus apprécié dans ce classement, dans ce top 10. C'est vrai que Pogačar au championnat du monde, c'est impressionnant. Mais cette année, c'est presque devenu quelque chose de récurrent. Alors sa performance au championnat du monde, elle est impressionnante, c'est le kilométrage, plus de 200 km. C'est aussi là où ça a été, je pense, le plus difficile dans les derniers kilomètres. Vraiment, le dernier tour n'a pas été évident. Mais il a broyé ses adversaires sur cette course-là. Avec une belle équipe quand même de Slovénie au championnat du monde, même si au final il s'est quasiment pas servi de Roglic, c'est ça qui est assez marrant dans l'affaire, mais au bout d'un moment il voyait que il était un petit peu seul, il y avait un gros groupe qui était parti devant, notamment avec Sivakov, il s'est dit bon je suis obligé et Tratnik, je suis obligé d'y aller, il a bien été aidé par Jan Tratnik, bon avec Sivakov a essayé de tenir la roue le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que ça a été peut-être même l'une des courses les plus spectaculaires, avec la course Espoir également chez les garçons, où c'était assez sympa à suivre dans le final. Mais ouais, Pogačar impressionnant dans le final de cette course, dans cette capacité à tenir. Mais je disais, c'est pas le truc, enfin ça a été impressionnant, mais c'est pas le truc qui m'a le plus marqué cette saison, parce qu'en fait Pogačar il l'a fait à plusieurs reprises. Au Strade Bianche il part aussi de très loin, là à Liège-Bastogne-Liège il part aussi d'assez loin. Sur le Grand Prix de Montréal aussi, il part quand même à 25-30 bornes de l'arrivée. Ça a été quelque chose de récurrent de voir Pogačar faire des grands raids en solitaire sur cette année 2024 sur les classiques, même si la performance est notable, hein, encore une fois 100 km en solitaire, mais elle m'a pas tant impressionné que ça, parce que au final, il l'a fait plusieurs fois à classique. Et c'est pas la première année où il fait ça aussi, Pogačar. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est habitué désormais
depuis 2 ans et demi, 3 ans, à faire quand même des longs raids en solitaire, à attaquer de loin et à être impressionnant et à résister. Alors c'est vrai qu'au championnat du monde, tout le monde s'est dit, quand il a attaqué, il va peut-être le regretter parce que c'est peut-être un peu loin de l'arrivée, mais il a tenu et puis surtout il a concassé ses adversaires, que ce soit les adversaires dans le groupe d'échappée, ou à part Sivakov qui a réussi à résister à un tour, tous ont explosé extrêmement vite, mais que ça soit également dans le peloton, où tout le monde s'est cassé les dents, notamment la Belgique, a essayé de suivre, a essayé de rentrer sur ce groupe-là, que ça soit Badjoli aussi, qui a complètement explosé lors de ce final, et puis jamais personne n'a réussi à revenir. C'est-à-dire que tout le monde a essayé, mais personne n'a réussi, à remonter Tadej Pogačar. Donc c'est ça qui a été impressionnant, c'est la longueur, mais encore une fois, il y a d'autres éléments qui m'ont plus marqué au final que cette victoire de Tadej Pogačar, qui se retrouve donc 10e seulement dans ce classement. 9e dans ce classement des moments marquants de la saison, la victoire de Benjamin Thomas sur la 5e étape du Giro. Pourquoi cet événement est marquant pour moi, cette victoire de Benjamin Thomas sur le Giro? Déjà, premièrement, parce qu'on connaît un petit peu l'histoire de Benjamin Thomas et on se rappelle de cette victoire qui lui tendait des bras sur le Tour de France, où il lui manquait pas grand-chose avec Alexis Goujard. Ce jour-là, si Alexis Goujard avait pu suivre 10 km, ça aurait peut-être pu faire la différence sur cette étape-là. Et c'est vrai que ça avait été une énorme frustration pour lui parce que il s'était dit, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va se reproduire pour lui dans sa carrière? Deuxièmement, parce qu'elle arrive dans un contexte qui est très particulier. Déjà dans une année olympique, ce qui fait que Benjamin Thomas est obligé d'aller sur le Giro pour pouvoir faire une préparation ensuite sur la piste, qui lui a été extrêmement profitable avec son titre de champion olympique, qui était peut-être la seule médaille, le seul événement qui lui manquait à son palmarès de coureur de cyclisme sur piste. Mais aussi parce qu'elle apparaît dans un contexte difficile où Cofidis, à ce moment-là, n'a pas gagné une course. On est au mois de mai, le record précédent datait du mois d'avril, ça fait déjà plus d'un mois. C'est un mois plus long que lors de leur précédent record de non-victoire, de disette du côté de la Cofidis, que beaucoup de voix s'élèvent contre Cédric Vasseur, mais contre d'autres personnes au niveau du matériel et tout ça. Et que tu te dis, est-ce que les résultats vont arriver? Alors au départ, tu te dis, c'est Axel Zingler qui va amener la première victoire. Il passe pas très loin, Axel Zingler, mais il n'arrive pas à l'avoir. Et après, tu vois l'équipe qui est emmenée sur le Giro, tu te dis, on n'est pas venu avec une Dream Team sur le Giro, très clairement. On sent que c'est pas la priorité de Cofidis, très clairement, de venir avec une grosse équipe sur cette course-là. Et là, c'est vrai que je me dis, quand tu vois l'effectif, je me dis, avant le début de la course, ça va être difficile quand même d'aller chercher la première victoire de la saison sur cette épreuve. Et pourtant, c'est ce que va faire Benjamin Thomas dans une échappée à 5, une échappée qui n'était pas si évidente que ça du côté de Benjamin Thomas, quand on se remémore un petit peu cette étape, parce qu'il y avait cette étape qui partait de Gênes, une étape de base plutôt destinée aux sprinteurs, parce que même s'il y a quelques petites bosses, on ne se dit pas qu'une échappée peut aller au bout. Il n'y a que 1700 mètres de dénivelé positif. Enfin, ça reste une étape où normalement ça doit aller au sprint, sauf que l'échappée va se former tardivement, en fait, cette échappée. Parce qu'en fait, il y a déjà un premier groupe qui se forme, notamment avec Simon Geschke ou Lewis Husky, et c'est un deuxième peloton qui va se former, une deuxième échappée qui va se former, avec notamment Benjamin Thomas, Valgren, Pietro Bonne et Enzo Palini. Voilà, ils sont 4, pardon, ils ne sont pas 5. Et ce groupe-là, qui va réussir à tenir extrêmement longtemps
avec des équipes qui avaient vraiment envie de prendre l'échappée, hein, la Cofidis, Groupama ou encore Polti qui étaient déjà présentes dans la première échappée. Et puis après, moi ce qui m'a marqué dans cette victoire de Benjamin Thomas, bon bah outre les faits que je vous ai cités précédemment, c'est-à-dire un coureur qui était déjà passé pas très loin d'une victoire sur un grand tour, plus une équipe un petit peu en difficulté à ce moment-là, c'est la manière dont Benjamin Thomas a géré le dernier kilomètre. Je trouve qu'il l'a très très bien géré dans la manière dont il a suivi les différentes attaques, notamment Palini qui tente d'accélérer à un moment, et je trouve qu'il se place parfaitement sur ce sprint et qu'il ne fait pas d'erreur. Il a été taille patron, et je me dis, ce côté taille patron où il ne fait pas d'erreur, c'est ce qu'on retrouve 3-4 mois après, au moment, enfin 3 mois, oui, moins de 3 mois après, au moment des Jeux Olympiques, quand là aussi, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, avec une équipe de France de cyclisme sur piste qui est en difficulté depuis de nombreuses années, il n'a pas tremblé sur sa victoire. Donc, c'est vrai que sur une épreuve en plus qui n'est pas forcément sa spécialité de base à Benjamin Thomas du côté du cyclisme sur piste. Donc moi je trouve qu'à chaque fois dans cette année il a été vraiment hyper fort mentalement. Il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, il le savait, et il a réussi à remplir ses deux objectifs majeurs. Et ça je crois que ça a été très fort. Et puis oui, ça a été un Giro. Il n'y a pas eu tant d'opportunités que ça d'éviter des sprints. Il n'y a pas tant d'opportunités que ça d'éviter des sprints sur les grands tours désormais. Et je trouve que voilà, quand une échappée arrive à aller au bout, arrive à piéger le peloton, c'est toujours sympathique. Et Benjamin Thomas a été très fort dans cet exercice, dans cette étape, et avec beaucoup d'intelligence en plus dans la manière de courir. Et il a réussi à très très bien s'en sortir, et c'est vrai que piéger le peloton, quand on sait qu'en plus il y avait quand même du beau monde sur ce Giro, c'est quand même très très fort de sa part à Benjamin Thomas. Donc bravo monsieur Thomas. Et puis surtout il y avait Valgren, il fallait réussir à battre Valgren, ce qui n'est pas si facile que ça. Donc c'est pour ça que ça a été un des moments marquants pour moi de la saison. Peut-être que d'autres auront retenu un autre moment important. 8e position, la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne 2024 reste quand même une édition assez exceptionnelle, grâce aux conditions climatiques qui ont rendu la course extrêmement dure, avec cette neige tombée au milieu de la journée qui n'était pas vraiment prévue. Avec cette période de l'année où c'est vrai qu'on a eu un mois d'avril extrêmement froid, c'est les journées qui ont été les plus froides, ça a été plus froid qu'une étoile de Bessèges par exemple en termes de conditions climatiques, et cette pluie qui, on se disait, on a rarement eu autant de pluie et aussi froid et autant de neige sur ces classiques ardennaises depuis quelques années quand même, avec des conditions où on n'a parfois pas dépassé les 4-5 degrés dans la journée. Et ce qui a rendu les courses très dures, notamment avec la deuxième place de Romain Bardet sur Liège-Bastogne-Liège. Mais cette Flèche Wallonne, elle est assez exceptionnelle parce qu'elle est très surprenante en termes de scénario, avec une équipe UAE qui se plante complètement, pour ceux qui se souviennent. C'est-à-dire que la UAE qui décide de ne pas s'arrêter pour en mettre des manteaux, de ne pas s'arrêter pour en mettre des gants, et qui va durcir la course pendant un demi-tour, s'écrouler dans l'autre moitié du tour et disparaître complètement. Et puis après on se retrouve à avoir un peloton familique. On a quoi, une trentaine de coureurs dans le peloton à peine, avec quasiment plus d'équipiers. Et là on se dit, ah bah une victoire française est possible. On a du Kevin Vauquelin, on a du Romain Grégoire, on a des coureurs qui ont un bon punch. Et puis c'est l'avènement quand même d'un coureur assez surprenant, Stephen Williams, coureur avec une bonne pointe de vitesse mais très bon puncher, qui va réussir à sortir son épingle du jeu lors de cette étape. Mais c'est vrai que c'est peut-être le jour où ça a été la plus grande bérésina de la UAE de la saison. C'est vrai que Marc Hirschi par exemple se retrouve à abandonner, et avec cette
tentative qui n'est pas vraiment du meilleur goût, on peut même le dire, d'essayer de piéger les adversaires qui s'arrêtaient pour mettre des vêtements chauds, pour en mettre des gants. Eux, ils ont tenté un coup, ce qui n'était pas déjà le meilleur au monde, et en plus, bon, bah, ça n'a pas du tout marché pour eux, parce que c'est vrai que ça a été quand même la plantade intégrale pour la UAE, et puis bravo Stephen Williams qui a résisté au froid, les conditions ont été 2-3 degrés maximum pendant la journée, avec une course qui a été vraiment éreintante pour les organismes. Dommage pour Kevin Vauquelin, hein, il rate une vitesse, il veut changer sa vitesse, mais il rate le bouton tellement les doigts sont gelés, et puis ce peloton mais frigorifié. On a des mecs à l'arrivée, c'est du cyclisme à l'ancienne, quoi, du cyclisme comme dans les années 80-90, avec les mecs qui sont complètement frigorifiés, qui n'arrivent pas à résister à n'importe quelle accélération, qui n'arrivent pas à tenir les roues, et puis des surprises avec des coureurs qui tentent d'attaquer en se disant ça va peut-être marcher, on ne sait jamais, qui tentent de partir de loin. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment, est-ce que c'est pas l'année où on va pouvoir gagner la Flèche Wallonne en n'attendant pas le mur de Huy, en essayant de partir d'avant. Mais ouais, c'est une course où j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, parce que le scénario était complètement dingue, et avec cette UAE voilà, qui s'est complètement plantée, complètement disparue. C'est vrai que ça a été la plus grosse bérésina de la saison de la UAE, qui a plutôt bien maîtrisé les choses, d'un côté avec Pogačar, mais pas seulement, hein. Marc Hirschi notamment, et même Sivakov ont été très bons pendant la saison. Et c'est vrai que là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Comme c'était vraiment un chantier dans des conditions vraiment de froideur assez incroyables, qu'on a rarement connu ces dernières années. Je pense qu'il faut remonter au moins à une quinzaine d'années pour avoir des conditions aussi fraîches sur la Flèche Wallonne. Alors oui, on a vu Liège-Bastogne-Liège remporté par Wout Poels, où il y avait eu de la neige. C'est quand même quelque chose qui est très rare, qui devient de plus en plus rare. Mais cette année, les coureurs ont été peu gâtés par les conditions climatiques, hein, il faut bien le dire. Beaucoup de pluie. Je crois qu'on a dû battre un record de jours de pluie. Et puis cette campagne des Ardennaises qui a été marquée par le froid. Et pas que cette campagne des Ardennaises, le Tour des Alpes également, qui avait lieu à la même période, où on a eu des étapes aussi dans des conditions vraiment effroyables au niveau du temps, notamment l'étape que remporte Juan Pedro Lopez sous des seaux de pluie, vraiment. Donc ouais, ça a été une année incroyable, et je crois que au niveau des conditions climatiques, et je crois que le moment le plus marquant, c'est vraiment la Flèche Wallonne, parce que qu'est-ce que ça a été dur. La Flèche Wallonne, pourtant, ça dure que 200 bornes. Mais alors là, cette année, ça a été une édition vraiment rocambolesque. Voilà, et les conditions climatiques nous ont permis d'avoir du cyclisme, on dirait du cyclisme à l'ancienne, où tout le monde se battait. Il n'y avait plus vraiment de stratégie, il n'y avait plus vraiment de tactique. Tout le monde était presque en solitaire dans ce premier peloton, et ça nous a donné une course très intéressante à suivre. Numéro 7 de ce classement, eh bien, la dernière victoire d'une légende sur le Tour de France, Mark Cavendish, avec cette étape numéro 5. C'est un moment marquant pour moi, parce que... Alors, le record, on ne peut pas comparer avec un Eddy Merckx. Surtout, on n'est pas du tout sur le même profil de coureur. Par contre, on peut comparer à du Petaki. On peut comparer à d'autres sprinteurs qui se sont arrêtés bien avant les 35. Alors certes, Cavendish a fait énormément de Tours de France. Parfois, il n'a pas eu la réussite sur ces Tours de France, hein, du côté de Mark Cavendish, mais c'est vrai qu'il a beaucoup couru. Il a fait beaucoup de Tours de France. Pas mal aussi de Tour d'Italie, beaucoup moins la Vuelta dans son nombre de courses, dans son nombre de grands tours. Mais ce qui est fort avec Cavendish, pourquoi c'est marquant pour moi? Parce que c'est totalement inattendu. C'est totalement inattendu. C'est peut-être la victoire même la plus inattendue de sa carrière. Parce que quand il arrive sur le Tour avec la Soudal Quick-Step, on se dit, bon... Il y a quand même eu quelques bons petits résultats. Bon, après, certes, il était au fond du trou avec la Bahreïn McLaren, mais on se dit, bon, ça peut peut-être revenir. Voilà, et il semble plutôt en confiance, l'équipe est bien en place, l'équipe lui fait confiance, donc c'est plutôt pas mal.
Quand il est à l'époque Dimension Data, bon, c'est encore le Cavendish qui est solide, même si c'est pas le mec qui gagne le plus à ce moment-là. Ça reste un des coureurs les plus solides. Bon, période Sky, période Columbia, j'en parle même pas. Là, il domine complètement le cyclisme, il domine complètement le monde du sprint. Mais là, il n'arrive pas du tout dans les mêmes dispositions. Mark Cavendish, sur la première partie de saison, c'est que dalle. Sur un Tour de Turquie, il a du mal à tenir les roues des meilleurs coureurs sur un Tour de Turquie. Il y a une victoire sur le Tour de Hongrie, sur un sprint massif, mais bon, le Tour de Hongrie, c'est pas le Tour de France. C'est pas la même opposition, les étapes sont pas aussi dures en termes d'intensité, donc c'est pas la même chose. Et puis, cette première étape du Tour de France, qui est d'une difficulté pour Cavendish assez incroyable. Il faut rappeler, il fait plus de 35-36 degrés alors qu'on n'a quasiment pas eu de forte chaleur jusque mi-juin où ça commence un petit peu à chauffer, notamment pour les championnats de France, mais pendant une grande partie de la première partie et la première moitié de saison, on n'a pas de chaleur. Il fait un temps où vraiment il fait extrêmement frais. On arrive aux premières chaleurs qu'au moment du Tour de France. Pas de peau pour lui, il fait 37-38 degrés, il y a très peu d'air en plus sur cette étape qui part de Florence. Un parcours qui est dur, 3700 mètres de dénivelé positif. Et du côté de Mark Cavendish, pris de vomissement, tu sens que c'est une journée horrible. Il enlève sa radio quasiment à mi-étape parce qu'il en a ras le cul, je pense. Enfin, il veut vraiment tout envoyer valser. Vraiment, il se sort au niveau des délais, mais pendant un grand moment, on se dit il va pas finir dans les délais dès la première étape. Et il y a quand même un de ses équipiers qui abandonne. Donc on se dit, bon, c'est quand même très très mal embarqué ce début de Giro pour ce début de Tour de France pour Mark Cavendish. Premier sprint à Turin. Il n'est pas vraiment dans le coup. Alors c'est un sprint un petit peu atypique parce qu'il y a une chute, la chute Philipsen qui casse un peu le peloton, mais bon, il est quand même pas aux avant-postes sur ce sprint-là. Donc quand on arrive sur cette étape numéro 5, lendemain d'une grosse étape de montagne, enfin en termes de dénivelé positif, pas en termes de... Enfin quoi que si, dans la dernière partie, il y a quand même pas mal de spectacles, dans l'étape numéro 4, dans la descente, on se dit, bon, Cavendish, ça fait pas partie des favoris, quoi, hein. Le matin, je ne l'avais pas parmi mes favoris, Mark Cavendish. Et puis bon, début de journée, tranquille, l'échappée se forme assez facilement, il n'y a pas beaucoup de résistance pour aller prendre l'échappée. On a seulement deux coureurs, Clément Russo et Matteo Vercher. L'échappée est reprise assez tôt dans la journée, hein, plus de 40 km de l'arrivée. Le rythme est pas si élevé que ça, hein. On est en fin de journée, on est à 42 787. Puis on se retrouve avec un sprint qui est quand même pas si évident que ça, parce que tu sens que ça va être un sprint qui va être nerveux. Tu sens que c'est un sprint où il y a un virage à 200 mètres à peu près, un peu moins même de 200 mètres du souvenir, et surtout tu sens qu'il y a énormément de nervosité parce que c'est seulement le deuxième sprint de la course, que beaucoup n'ont pas pu faire le premier à cause de la chute à cause de cette chute où notamment il y a Jasper Philipsen, et tu te dis bon, comment ça va se passer, ça va être très très nerveux, et il y a une chute, Pedersen tombe, c'est le fameux jour où Mats Pedersen tombe. Tu te dis, bon, déjà, voilà, ça commence à être très très nerveux, comment ça va se passer. Et puis Cavendish, par une sorte de miracle, va passer par un trou de souris, mais avec beaucoup d'intelligence. Moi, ce que je retiens de ce sprint, c'est que c'était pas le plus fort du jour, loin de là, Mark Cavendish. Parce que souvent, on disait Cavendish, il est très fort parce qu'il a un bon train. Voilà, c'est un sprinter de train, mais quasiment le train fait, on va dire, 70% du boulot, 80% du travail. Là, le train, il n'y en a pas. Il se démerde seul, Cavendish. Il n'y a pas Chesbol devant lui. Il se débrouille tout seul et il va te faire un zigzag entre les coureurs, mais sans être dangereux, en prenant une marge de sécurité pour faire ses manœuvres. Et il s'impose
Enfin, voilà, et cette 35e victoire qu'on ne croyait plus possible, quasiment, on avait un peu perdu espoir, il faut bien le dire, par rapport au début de saison, encore une fois, de Mark Cavendish. Mais ce que je retiens de cette victoire, c'est Cavendish, on a souvent dit aussi que c'était un sprinter parfois qui était un peu dangereux, qui jouait un peu trop des coudes en début de carrière. Et puis là, la manière dont il fait le sprint, avec beaucoup de finesse, ça a été un chat, un peu à la McEwen, ce qui n'était pas du tout son style de sprint. Ça montre toute l'évolution de Mark Cavendish dans sa carrière. Ça a commencé avec le petit prodige arrogant, dominateur, qui a le meilleur train du monde et à l'époque l'un des meilleurs poissons pilotes du monde avec Mark Renshaw. Un coureur qui doit, malgré un titre de champion du monde, se mettre au service d'un leader sur le Tour de France 2012 parce que vous avez Wiggins, parce que vous avez Froome et qu'obligé un petit peu de faire le sale boulot et qui se retrouve malgré tout à être quand même bien aidé par Bradley Wiggins sur certaines étapes et surtout par Edvald Boasson-Hagen pour les sprints. Un coureur qui redevient un bon sprinter, que ça soit chez Quick-Step et ensuite chez Dimension Data, puis le passage à vide à partir de 2017 où il met plus un pied devant l'autre pendant 3-4 ans, quasiment, le retour en grâce en 2021, puis 2022 où il peut pas faire le Tour de France parce que tu sens que la route a un peu barré, une année qui est de nouveau un petit peu plus compliquée pour Cavendish, même si ça reste pas ignoble, et puis surtout un non-renouvellement de contrat. L'arrivée chez Astana en 2023 où tu sais pas trop ce que ça va donner. Déjà une première partie de saison qui est difficile parce qu'il n'a pas son explosivité habituelle sur le sprint, mais il gagne sur le Giro. Sur le Tour de France, il retrouve vraiment des couleurs, sauf qu'il abandonne après une semaine de course. Et ensuite, ça se conclut avec cette victoire-là, alors que l'année est absolument merdique et qui fera rien d'autre dans la saison. C'est ça qui est extraordinaire Cavendish, c'est qu'il a gagné ce jour-là et ensuite il sera assez transparent sur la suite du Tour de France, mais il a son record. Et là, c'est 35 victoires. Et voilà, ça devient l'un des meilleurs sprinters du monde dans l'histoire, Mark Cavendish, et c'est ce qui change vraiment la donne pour le coureur de l'île de Man. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi le souligner, Mark Cavendish, il a un peu placé l'île de Man sur une carte. Avant, l'île de Man, c'était surtout connu pour sa course de moto, pour le Tourist Trophy, et puis maintenant l'île de Man, c'est aussi connu comme l'île de Mark Cavendish, de la légende Mark Cavendish, recordman de victoire sur le Tour de France. 6e de ce classement, Pauline Ferrand-Prévot. Et oui, la victoire aux Jeux Olympiques de Pauline Ferrand-Prévot. Enfin, certains diraient. Mais oui, c'est enfin. Enfin, c'est un peu comme Cavendish aussi, où la 35e, on pensait plus la voir venir. Ça aurait été terrible dans le palmarès de Pauline Ferrand-Prévot s'il n'y avait pas eu ce titre. Parce qu'on lui aurait rappelé pendant toute sa retraite. On aurait dit, ah oui, vous avez été champion du monde, mais vous a manqué le titre olympique, ça serait revenu un peu comme une ritournelle. Enfin voilà, ça aurait été régulièrement redit, répété inlassablement pendant sa retraite. Et puis je pense que pour elle, il fallait gagner le titre. Elle est passée tellement de fois à côté sur les courses olympiques. Moi je me souviens de 2021, mais il y avait eu 2016, ça avait été très compliqué, que elle n'avait pas le mode d'emploi en fait. Elle a essayé tellement de choses. Elle avait essayé avec Julien Absalon, dans la structure de Julien Absalon, elle avait essayé beaucoup de choses pour être performante le jour J, et à chaque fois il y avait un truc qui marchait pas. Elle a même arrêté la route pour remporter ce titre olympique. Et ça ne voulait pas. Les titres de championne du monde, les titres de championne d'Europe, les victoires en Coupe du Monde, elle les collectionnait. Et puis il manquait à chaque fois cette course. Et puis ces dernières années, on avait vu que elle avait un peu changé sa manière de courir, grâce à Ineos aussi, il faut bien le dire. Elle se focalisait beaucoup plus sur des objectifs. Avant, elle gagnait beaucoup d'épreuves de Coupe du Monde et c'était peut-être l'erreur de ne pas
arriver à 100% totalement de ses capacités au niveau des Jeux Olympiques. Là, la différence, c'est qu'elle se focalisait beaucoup plus sur les 2-3 courses dans l'année, 2-3 gros objectifs dans la saison. Et c'est ce qui s'était passé notamment au championnat du monde, où elle avait réussi vraiment à être performante le jour J. Voilà, c'est ce qui a fait la différence à Paris. Je pense qu'elle avait coché la date depuis très très longtemps, Pauline Ferrand-Prévot. Mais après, il y a un monde entre cocher la date et réussir à le faire. Et là, au bout d'un tour et demi, elle s'envole déjà. Voilà, elle s'envole déjà. Et tu sais que ça va être compliqué d'aller la rechercher. Alors, ce qui gâche un peu le moment, c'est la chute de Loana Leconte. C'est vrai qu'il tombe, qu'il se fait très mal, très mal, qu'il se fait un bon trauma crânien ce jour-là. Mais Pauline, en fait, cette course, elle est presque hyper facile. Quand tu regardes, à aucun moment elle est menacée, en fait, Pauline Ferrand-Prévot. Pidcock, il est menacé par Koretsky, par exemple, du côté des garçons. Là, elle n'a jamais été menacée. Elle est toujours à l'avant de la course. Et ensuite, quand elle s'envole, il n'y a aucune fille derrière qui a été en capacité de la rattraper. Elle a dominé l'épreuve. Même Loana Leconte, même si Loana Leconte ne tombe pas, je pense pas que Loana Leconte arrive à revenir sur la fin. Elle était seule au monde. Mais c'était quand même un gros travail auparavant pour être prêt ce jour-là. Et quand on voit l'arrivée qu'elle n'y réalise pas, parce que à l'arrivée elle réalise pas plus que ça, c'est surtout sur le podium. Vous avez cette image où elle est en pleurs sur le podium au moment de la Marseillaise, où elle réalise enfin que tu as un stadium complet qui était là pour elle, quasiment, et qui est contente. Le stadium est plutôt content pour elle. Et c'est là où elle comprend, c'est là où elle réalise que enfin j'ai réussi. Enfin j'ai réussi mon objectif, c'est je peux prendre ma retraite du VTT. Je peux retourner sur la route. Je peux me remettre avec un nouveau challenge dans la tête. Et je trouve que cette image-là, elle est très forte. Elle est très forte, cette image sur le podium de Pauline Ferrand-Prévot, parce que cette fille qui pourtant paraît, je dirais presque inébranlable, parce que malgré sa toute petite voix, parce qu'à chaque fois ça me fait marrer quand j'entends une interview, parce qu'elle a une toute petite voix, Pauline Ferrand-Prévot, c'est quand même une fille qui a un sacré caractère. Je pense que c'est pas facile elle n'est pas facile à entraîner tous les jours, Pauline Ferrand-Prévôt. Je pense que tu lui fais pas faire un truc qu'elle veut pas faire. Et c'est vrai que c'est ce fort caractère qui, on a l'impression comme ça à chaque fois inébranlable. Et bah là, on a l'impression que d'un coup la carapace s'effondre, ça fait pfff. Et il y a cette émotion qui la prend sur le podium. Et moi je suis content parce que c'est vrai que 2021 ça avait été dur. Encore 2016, tu te dis, 2016 en plus, sa saison est difficile. Le fait de faire à la fois de la route, du cyclocross, bon voilà, au bout d'un moment elle se perd, elle se fatigue et elle n'a pas suffisamment de temps de récupération entre ces différentes saisons. Donc 2016 pour moi c'est un échec mais qu'on peut voir venir longtemps à l'avance. 2021 l'échec fait beaucoup plus mal, surtout la manière dont ça se déroule avec cette chute. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui veut se goupiller ce jour-là correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe correctement. Elle fait des courses super pendant toute la saison et elle et Loana Leconte ce jour-là, il n'y a rien qui fonctionne correctement alors qu'elle est l'une des meilleures du monde, mais à chaque fois ça veut pas. Et là tu te dis putain, il y a une sorte de malédiction au niveau des Jeux Olympiques pour Pauline Ferrand-Prévot. Et puis tu sais que il y a cet objectif là à Paris, qu'elle fait partie quand même des grosses chances de médailles, qu'il y a des objectifs fixés par le président de la République qui sont importants en nombre de médailles. Et là, oui, elle arrive à trouver la solution, elle arrive à faire une super course. Je sais plus si c'était lundi ou mardi de la première semaine où il y avait le VTT entre les pubs de France Télévisions, et elle a été juste impressionnante, dominante et jamais inquiétée. Et tu vois, s'il y avait eu que la course, j'aurais peut-être pas mis ça aussi haut dans le classement, mais ce moment d'émotion sur le podium où elle comprend ce qu'elle a fait, elle réalise enfin à ce moment-là,
C'est vrai que c'est un moment qui était très très émouvant avec Pauline Ferrand-Prévot ce jour-là, et c'est pour ça que c'est un moment très marquant pour moi. Numéro 5, le seul moment négatif de la saison, mais qui est un moment marquant pour moi. Alors c'est deux moments même que j'ai réunis en un seul bloc. Bah, la chute du Tour du Pays Basque et la chute à travers la Flandre. Deux chutes marquantes parce que deux chutes massives, impressionnantes, spectaculaires. C'est pas vraiment le bon mot, mais ouais, spectaculaire. C'est vraiment, tu vois un château de cartes, quoi. Il y a un nombre de vélos important. Pourquoi je les ai mis ensemble aussi? Parce que dans un cas comme dans l'autre, en termes de sécurité, c'est pas exceptionnel. Bon, du côté du Canariberg, c'est une route où ça va extrêmement vite. Et le problème, c'est que tu as une sorte de petite fissure au niveau de la chaussée. Et donc, si tu mets ta route blanc, tu es éjecté complet. Et vu les vitesses, parce que tu as plus de 100 km/h à cet endroit-là, dans un moment qui est déjà assez dangereux de la course, parce que tu es à 70 bornes de l'arrivée à peu près. Donc tu sais qu'il faut être bien placé, il ne faut pas faire d'erreur et il y a une énorme tension dans le peloton. Tu te dis aussi que peut-être que s'il n'y avait pas eu les oreillettes, celle-là, on peut peut-être l'éviter. Bon, je vais pas revenir sur celle du Tour du Pays Basque, dans les moments énervants, j'ai déjà énormément parlé de cette chute et des problèmes des pierres, notamment qui sont mal placées, du béton, il n'y a pas de protection dessus, ou encore de la route bosselée à cet endroit-là, et le fait qu'on n'aurait pas dû peut-être passer dans ces zones-là. Mais surtout, pourquoi c'est marquant pour moi ces deux chutes, parce qu'on parle de moments marquants, c'est le nombre de leaders qui se font éjecter dans les deux cas. Parce que quand on regarde la chute d'à travers la Flandre, si on regarde précisément cette chute-là, vous avez à la fois Pedersen, Girmay, Van Aert qui sont éjectés et qui ne peuvent pas défendre leur chance pour le Tour des Flandres, qui a lieu 4-5 jours après. Quand on regarde la chute sur le Tour du Pays Basque, Vingegaard, Remco Evenepoel, Roglic, qui prennent du retard sur leur préparation pour le Tour de France. Ça a modifié le déroulement de la saison, ces deux chutes. Parce que la saison de Van Aert, elle est compliquée, parce que cette chute-là, le Tour des Flandres est aussi facile pour Van Der Poel, parce que il n'a pas ces adversaires-là aussi. Et puis, Paris-Roubaix devient différent aussi dans la manière de faire, parce que la Visma devient assez inexistante à ce moment-là. Et je trouve que ça a énormément changé la physionomie de la saison. Ça a beaucoup changé les choses en fait. Ça a rendu les courses flandriennes peut-être moins intéressantes. Parce qu'on se disait, oh, il y aurait peut-être la revanche de Van Aert. Est-ce que Van Aert serait en capacité d'aller chercher enfin Van Der Poel? C'est vrai que cette chute-là à travers la Flandre nous enlève quand même énormément de monde. Et puis, la chute du Tour du Pays Basque, on se dit toujours, est-ce que si Vingegaard n'avait pas eu cette chute, est-ce que le duel avec Pogačar aurait été différent? Est-ce que le duel avec Pogačar aurait duré plus longtemps? Et est-ce que ça aurait donné si Pogačar n'avait pas gagné le Tour de France sur la suite de la saison de Pogačar? Est-ce qu'il aurait été aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'il aurait dominé autant le Tour de Lombardie, les championnats du monde également? C'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai que pour moi, ces deux chutes ont eu des conséquences énormes sur la suite de la saison. Ces deux chutes-là. Que ça soit sur les courses d'après, mais même sur le long terme, je trouve. Et en plus, ça pose des questions sur la sécurité. Et les images sont choquantes. C'est-à-dire, les images sont choquantes quand on voit le petit Marquet Bellocchi se prendre... je crois que c'est lui qui se prend une des grosses pierres quasiment au niveau du bassin. Tu te dis, waouh! Quand tu vois Vingegaard complètement explosé au sol, tu te dis, ah oui, quand tu vois Van Aert complètement lacéré,
Au niveau du dos, de l'épaule, il y a une photo qui est assez marquante sur à travers la Flandre. Tu te dis, ouais, je crois que c'est même la miniature. Je crois que c'est la seule fois. Je me suis posé beaucoup de questions. Je sais plus si c'est pas la miniature du débrief de la vidéo, même la photo. Pour regarder sur YouTube, je crois que c'est la seule fois. Normalement, j'évite de mettre des mecs blessés ou des chutes en avant quand je parle sur les miniatures, notamment la miniature du Tour du Pays Basque. Alors déjà, il n'y a pas d'image de la chute en bonne qualité, et je mets une photo des mecs qui attendent après la chute que la course redémarre. Et en plus, je crois qu'il n'y a même pas de débrief de cette étape-là, parce que je ne sais plus si le débrief, je le fais pas le lendemain. Je sais plus si j'avais fait un débrief de cette étape-là du Tour du Pays Basque, mais sur à travers la Flandre, je sais que c'est la seule fois, je crois, depuis le début de la chaîne, où j'ai fait un peu de miniature putaclic, mais c'est même pas dans l'idée du putaclic, c'est dans l'idée de regarder les conséquences que ça va avoir dans le reste de la saison. Cette image de Van Aert complètement déboussolée, c'est les conséquences que ça va avoir sur le reste de la saison. Ça a eu des conséquences énormes. La saison de Van Aert n'est pas du tout la même et a été chaotique. Il y a eu des gros moments de haut, des gros moments de bas, mais peut-être dû à cette chute aussi, qui lui a fait perdre beaucoup de confiance et qui lui a modifié peut-être le déroulement de sa saison. Donc c'est vrai que ça a été ces deux chutes marquantes, parce que ces deux chutes qui ont d'énormes conséquences sur le reste de la saison, qui auraient pu être très graves et heureusement par miracle, tout le monde a repris le cyclisme derrière. Parce que c'est vrai que Stef Kras a repris quand même très vite, alors qu'à un moment j'étais inquiet du côté de Stef Kras. Vingegaard a repris aussi, Pedersen et Van Aert aussi. Mais c'est vrai que ça aurait pu avoir des conséquences encore plus graves, mais c'est quand même des chutes qui ont modifié le cours de la saison. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des moments de l'année 2024. La première étape du Tour de France, et notamment la victoire de Romain Bardet. C'est avec Kevin Vermarke. Oui, cette première victoire, enfin ce premier maillot jaune de Romain Bardet avec notre ami Van Den Broek, qui est impressionnant ce jour-là. Pourquoi je dis Vermarke? Parce que pour ceux qui suivent la chaîne, qui ont suivi la chaîne, à plusieurs reprises, j'ai dit Vermarke et pas Van Den Broek. Je sais pas, dans ma tête, les deux se confondent. Et ce jour-là, déjà l'étape est bien. L'étape, dans la réalité, elle est bien. Il se passe quand même beaucoup de choses. Les conditions climatiques sont pas évidentes. T'as quand même une grosse échappée pour une première étape du Tour de France. Avec du beau monde en plus, où t'as Madouas, Mohoric, Izagirre, là je revois les noms, Abrahamsen, qu'on verra ensuite à de nombreuses reprises, Clément Champoussin, Dujardin et il y en avait un autre même que Dujardin, je crois, du côté de la Total Energy. Ils resteront pas extrêmement longtemps à l'avant de la course. Donc déjà, tu as une belle échappée, tu sais que c'est une étape qui va être compliquée. Alors c'est une étape qui se met du temps à démarrer parce que le protocole était d'une longueur. Je sais pas, il y a eu au moins 1 heure de protocole. C'était un enfer, hein, le protocole avant le départ. Je me souviens de l'avoir vu et de m'être dit, normalement, vous savez, je regarde assez peu les étapes en intégralité. Et là, je me dis, je regarde au moins le départ hein, pour voir comment ça se passe, il y a une échappée qui se forme, comment ça se déroule. Ah putain, je me dis, putain, le protocole. C'est pour ça que j'aime pas les départs de course, parce qu'il y a il y a toujours les politiques qui veulent se mettre en avant, c'est un peu chiant. Et très vite, tu vois l'image de Cavendish, qui, je pense, au bout de 10 bornes, explose complet. Et là, tu te dis, waouh, ça va être long quand même dans l'affaire. Hein. Ça va être extrêmement long pour lui, avec ses vomissements, mais tu sens que la course va être dure. Tu sens que la course va être dure et qu'il va être limite dans les délais. Et tu te dis, est-ce que ça va tenir? En plus, il y a donc l'abandon d'un de ses équipiers, comme j'ai dit précédemment. Et puis, il monte à cette échappée qui a quand même un petit peu d'avance. Et dans cette échappée, notamment, tu as Van Den Broek. Mais voilà, tu as Madouas. Donc, tu te dis, il faut quand même s'en méfier. Il faut quand même rouler. Et puis, une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, l'écart se réduit quand même pas mal. Il doit y avoir à ce moment-là plus qu'1 minute d'avance pour les échapper par rapport au peloton. Je sais plus si c'était 50 minutes, 50 secondes ou 1 minute à peu près. Et là, donc, on est du côté de la côte de San Leo. Et là, d'un coup, attaque de Romain Bardet. Et là, je me dis,
Alors déjà, je me dis, bon, ouais, on sait que c'est un coureur qui est offensif. Et je me dis surtout, ah putain, il a fait quand même un bel écart sur son attaque. Il fait un bel écart quand même. Je me dis, ah, c'est intéressant pour la suite du Tour de France, il est en forme. Mais je me dis pas, tiens, il va aller chercher la victoire. Non, je me dis, belle attaque. Ah, il a des bonnes jambes. Ouais, bon, va pas falloir lui laisser quand même 30 secondes d'avance, quoi. Aujourd'hui. Mais bon, je me dis, bon, normalement, le peloton, ils savent que c'est Romain Bardet. Je pense qu'ils vont pas faire l'erreur. Ils vont un petit peu contrôler la situation. Sauf qu'on on laisse assez vite partir. Et surtout, derrière, il y a un peu une inorganisation. Il y a pas mal de coureurs qui tentent de sortir. Soit il y a Ben Eli. Parce que j'ai revu le résumé. Il y a Ben Eli qui tente de sortir. C'est assez inorganisé. On laisse partir Romain Bardet. Romain Bardet, il revient sur tous les mecs qu'il a lâchés. Et surtout, il va récupérer Van Den Broek, qui lui est dans l'échappée depuis le matin. Enfin, le matin, depuis midi. Qui était dans l'échappée, qui était parti au bout d'une vingtaine de kilomètres. Et là, eh bien, il lâche tout le monde. Et sur un parcours qui est un petit peu vallonné, mais qui sur la fin... Il y a la côte de Saint-Marin, les côtes sont un peu moins dures sur la dernière partie de parcours, et surtout les 10 derniers kilomètres sont absolument pas favorables à une échappée. Et on se dit, bon, bah là, tu vois, il y a 40 secondes, 45 secondes, 50 secondes. Derrière, ça se met pas en route encore. On dit, bon, bah les deux devant... moi, Van Den Broek, j'avais trouvé qu'il avait fait un très bon début de saison avec Vermarque. Je m'étais dit... Il faut pas leur laisser quand même beaucoup d'avance. Parce que Van Den Broek, il est quand même solide, hein, le jeune coureur. Mais là, le travail qu'il a réussi à faire, impressionnant. Et puis derrière, bah, tu sens qu'il y a des équipes qui se mettent en route parce que faut aller chercher, faut aller chercher le résultat, quoi. Et à un moment, faut aller gagner l'étape. Je me dis, bon, derrière, ça roule, mais c'est pas bien organisé. Tu sens qu'il n'y a plus d'équipiers, en fait. Tu sens qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont souffert sur cette étape-là et que les équipiers sont pas en capacité de rouler. En même temps, 3700 mètres de dénivelé, 3800 mètres même de dénivelé positif. Et là, bah, t'as Romain Bardet, et là, je me commence à me dire, putain, 10 bornes de l'arrivée, même si c'est pas favorable, putain, si ça va au bout... Romain Bardet, maillot jaune. Je me dis comment ils vont la jouer chez DSA. Je me dis, bon, je pense qu'ils vont donner le maillot jaune à Romain Bardet. Je me dis, déjà pour l'ancienneté dans l'équipe, et puis français en France, pour la carrière aussi de Romain Bardet, je me dis, s'il le fait quand même Romain Bardet, ça va être du très solide. Et puis, bah, il arrive. Ils arrivent à l'arrivée avec cette photo qui est assez sublime, avec l'un qui célèbre l'autre. Et ce grand coup de la DSM, et puis je me dis aussi, putain, pour la DSM, c'est bien joué, quoi. C'est bien joué, ça a été audacieux, mais c'est surtout super en termes de résultats, parce qu'on sait que c'est une équipe qui n'a pas forcément le plus gros effectif. Et là, je me dis, ils ont réussi leur Tour de France. Dès le premier jour, ils ont réussi leur Tour de France. Et surtout, je me dis, Romain Bardet, oui, ça conclut presque une carrière. Alors, même s'il va y avoir encore 6 mois l'année prochaine, mais c'est un peu comme Cavendish, quoi. On est presque sur le jubilé. C'est vrai que c'est un peu comme Pauline Ferrand-Prévot aussi. Ça aurait manqué à son palmarès, ce maillot jaune. Voilà, ça aurait manqué à son palmarès un petit peu de ne pas avoir porté le maillot jaune, parce qu'on sait que le maillot jaune, c'est quand même une symbolique qui est très importante. Et puis, moi, je me dis surtout... ça va peut-être nous donner quand même un Tour de France assez fou, ce parcours. Et pourtant, j'étais pas forcément hyper pour le parcours. Là, je me dis, en fait, si les coureurs, ils ont décidé d'attaquer comme ça et de nous faire une course folle tous les jours, ça peut être sympa. Deuxième jour, Vauquelin qui gagne. Troisième, Guermeil. Tu te dis, oh putain, on est parti sur quel rythme là? Et pendant toute cette première semaine, on a eu quand même des étapes. Il y a eu peu d'étapes très chiantes, à part l'étape de Colombey-les-Deux-Églises. En gros, sur la première semaine, à part les étapes de plat, et encore pas toutes, mais les étapes spectaculaires, elles ont été spectaculaires. Les étapes qui ont été les étapes où il y avait de possibilités de faire quelque chose du côté du parcours, elles ont été utilisées. Sauf encore une fois l'étape de Colombey-les-Deux-Églises où je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Et oui, cette étape-là, je pense que c'est une photo qui restera très longtemps dans la carrière
de Van Den Broek, mais surtout dans le carrière de Romain Bardet. Et puis, je pense qu'il y aura toujours une relation particulière avec Van Den Broek. Mais voilà, c'est un peu comme. Enfin, on parlera dans d'autres circonstances d'un autre coureur, mais qui est aussi dans cette situation-là. Mais je pense qu'il y aura une relation particulière parce que c'est un moment important de la carrière de Romain Bardet. C'est peut-être sa dernière grande victoire. Le fait que Van Den Broek lui ait laissé la victoire, ce moment partagé à deux pendant 40 km, d'efforts intenses pendant quasiment 1 heure, je pense que oui, ça restera un moment important dans leur carrière, un moment marquant. Et je pense aussi un moment marquant pour les dirigeants de la DSM ce jour-là, parce que d'avoir réussi cette performance-là et cette victoire-là qui est quand même vraiment assez dingue. Je pense que voilà, ça va faire ça a fait beaucoup de bien à cette équipe, et ça, surtout par rapport au Tour de France 2023 qui avait été, il faut bien le dire, assez catastrophique pour cette formation. Troisième place de ce classement des moments marquants, eh bien c'est Julien Alaphilippe, sa victoire sur le Giro. C'est pour ça que je voulais pas trop vous spoiler avec Romain Bardet, mais là aussi il y a un duo et il y a un moment important, et il y a une relation qui va être différente désormais entre deux coureurs, entre Julien Alaphilippe et Mirko Maestri. Avec ce duo, on est dans deux équipes différentes, mais on a un objectif commun, et on sait que si on va le plus loin possible, si on met ensemble nos efforts, on peut aller au bout. C'est une étape qui, là aussi, est assez dingue. Alors là, on pense quand même que cette journée va être assez vallonnée. Quand tu regardes le profil, tu te dis, il peut se passer des choses. Je m'attends quand même pas à ce qu'il se passe ce truc-là, mais tu te dis, il peut se passer des choses. C'est une étape qui peut vraiment bien convenir aux échappés. On est en deuxième semaine. Il y a un peu de fatigue à ce moment-là. Ça peut être une étape très spectaculaire, même si on n'est pas sur des grosses côtes. Et je crois me rappeler que quand je fais la présentation de cette étape, je dis, je tempère un peu mes ardeurs au niveau des favoris. Je sais plus si je mets pas des sprinters dans les favoris. Je me dis, je pense quand même que ça va arriver en peloton, parce que c'est que des côtes de 4e catégorie. Je crois que je dis un truc comme ça. Mais bon, c'est vrai que des fois je dis des conneries sur les présentations déjà. Et je crois me rappeler que le final n'était pas très dur. C'est ça qui avait dû faire changer mon fusil d'épaule. C'est que le final ne devait pas être très dur en termes de parcours. Et je me disais, bon, ça peut se faire reprendre dans le final en termes d'étape. Et ce qui est assez dingue, c'est le déroulement de la course, parce qu'on a une énorme échappée. L'échappée, mais déjà, la première échappée. Alors le premier groupe, ça met déjà un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui veulent prendre l'échappée ce jour-là. Et puis, bon, la bonne échappée se forme, on va dire. Tu penses que c'est la bonne échappée. Et en fait, là, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de Julien Alaphilippe. Il décide de partir. Voilà, parce que ça s'entend pas très bien dans le groupe de devant. Parce que tout le monde roule pas. Parce que ça avance pas des masses. Et décide de partir, suivi par Mirko Maestri. Et là, tu te dis, mais dans quoi il est parti 125 km de l'arrivée. Tu te dis, mais alors déjà, en plus, il a fait beaucoup d'efforts pour aller prendre l'échappée. Il avait déjà fait quelques échappées auparavant sur ce Giro. Et tu te dis, mais 125 bornes, mais dans quoi il s'est embarqué, quoi? Dans quoi il s'est embarqué? Ils vont jamais avoir plus d'une minute d'avance, 1 minute 20 d'avance. De tête, ils ont jamais énormément d'avance sur le deuxième groupe. Deuxième groupe où t'as du beau monde, hein, t'as Narvaez, Hermans, tu vois, dans le groupe de suiveurs, t'as Benjamin Thomas, par exemple, t'as Trentin, aussi, t'as Simon Clark, qui est là aussi. Là, je vois un petit peu le top 10. Donc tu te dis, ah oui, ça va être quand même compliqué, quoi. Compliqué. T'as Ewen Kosciu qui fait un bon début de saison. Bon, ouais, ça va pas être si facile que ça d'aller chercher la gagne, d'aller trouver la solution. Et puis, beaucoup d'efforts dans la journée. Beaucoup d'efforts ont été faits dans la journée. Donc tu te dis, bon, bah oui, il y a eu certes quelques côtes,
avec des forts pourcentages. Tu te dis, bon, est-ce que ça va tenir? Et là, ça tient. Et puis, bon, on est à 11 km, on a une dernière côte. Là, je revois là où il attaque, mais Maestri peut plus suivre. Surtout que, bon, en fait, c'est Julien Alaphilippe qui fait quand même 80% du boulot, qui peut plus suivre. Et ça roule fort en plus, parce qu'on est les étapes de Giro, normalement, ça arrive vers 17h. Là, je me souviens, il est genre 16h15, et je me dis, putain, on est une moyenne, ouais, 46,7 à l'arrivée, mais je me souviens que la moyenne est juste impressionnante. Comme une autre étape dont on va parler en grand vainqueur. Et là, je me dis, bon, bah, Julien Alaphilippe, il y a 11 bornes. Derrière, Narvaez attaque. Quinton Herman, je me dis, oh là là, ça c'est pas mon signe, parce que Narvaez qui avait remporté la première étape du Giro, Quinton Hermans derrière, bon, qui a remporté une étape du Tour du Pays Basque, c'était Tour du Pays Basque ou Tour de Catalogne, je crois que c'était au Tour du Pays Basque où il remporte une étape, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis, ouf, ça c'est des coureurs qui sont très dangereux. S'ils s'y mettent à fond, Julien Alaphilippe, là à ce moment-là, il a déjà 110 km dans les jambes, je me dis, oh, ça va être compliqué de tenir. Et puis non, il arrive à résister parce que derrière les autres plafonnent, fatigués par encore une fois la vitesse de cette journée, la vitesse éreintante. Et pour moi, c'est la grande renaissance de Julien Alaphilippe ce jour-là. Après 2 ans de galère, on retrouve Julien Alaphilippe. On retrouve un Julien Alaphilippe presque du début de carrière qui était capable de faire des folies comme ça, d'attaquer de très loin, mais même quand il est champion du monde la deuxième fois à Anvers, où il fait je sais plus combien d'attaques avant de lâcher les coureurs derrière lui, je sais plus, il va faire, je sais pas, 10, 15, 20 attaques. Là, je me dis, mais vraiment, quand je le vois partir à 125 km de l'arrivée, je me dis, mais il va jamais aller au bout, quoi. Enfin, moi, je me dis, derrière, ils vont revenir, ça va profiter à Van Sevenant, qui était dans le groupe d'échappés derrière. Je me dis, c'est impossible. Et là, il arrive à tenir. Et puis ce duo, voilà, avec Mirko Maestri, où il encourage Mirko Maestri, et puis même ce qui s'est passé dans les jours après, où il lui offre son maillot, où voilà, je me dis, c'est une histoire qui va marquer les deux. Mirko Maestri, tu sais pas s'il va gagner un jour une étape s'il gagnera de nouveau une grande victoire, mais il pourra dire, j'étais là ce jour-là. J'ai vu la renaissance de Julien Alaphilippe, j'ai vu le retour du Français. Et il pourra dire, j'ai connu ça, j'ai vécu ça, j'étais là ce jour-là. Alors oui, j'ai pas réussi à finir deuxième, parce que dans le final, j'ai vraiment complètement explosé. Mais ouais, j'ai vu ce moment-là, et c'était une belle image même entre les deux, quand ils sont devant le bus, où il lui offre son maillot. Parce que Julien, c'est un peu comme Romain Bardet avec Van Den Broek, mais Julien, il sait que Mirko Maestri, il a été important dans cette victoire-là. Même si Mirko Maestri a peut-être pas l'impression qu'il a été important, mais ça lui a permis mentalement, je pense que ça lui a permis de garder de la fraîcheur au niveau mental, et peut-être d'avoir un peu moins mal aux jambes aussi, de voir qu'il faisait mal à Mirko Maestri. Et de se dire, je suis peut-être pas si mauvais en fait. Et c'est une étape, moi, où j'ai pris un bonheur. Ça a été un plaisir immense de regarder cette étape, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et je m'y attendais pas tant que ça. Au final, je crois me rappeler vraiment dans la présentation, j'avais dit que ça allait arriver au sprint, parce que les côtes, c'était des côtes de 4e catégorie. C'était pas des grosses côtes. Il y avait des pourcentages, mais sur 200-400 mètres, je m'attendais pas à ce que ça soit si dur que ça. Et je crois me rappeler que la côte de Fano, elle est super dure. Je crois me rappeler, il y a une côte qui est hyper dure. La dernière, je crois qu'elle est hyper dure, celle qui est vers Fano. T'as la descente qui est hyper rapide, hyper technique à l'italienne, j'ai envie de dire. Et où tu te dis aussi dans la descente, moi je me dis pendant toute la descente, faut pas qu'il fasse une connerie en termes de trajectoire, parce qu'il avait pas beaucoup d'avance. Et je me souviens, il descend vite, et je me dis, il faut pas qu'il rate un virage, quoi. Pendant toute la descente, je me souviens, je serre les fesses. Vraiment, mais vraiment, réellement, quoi. C'est pas juste une expression, mais vraiment, je serre les fesses, quoi. En me disant, un petit peu comme ça, avec des... je me dis, ça passe, ça passe pas, ça passe. Un petit peu comme la descente de Mohoric quand il gagne Milan-San Remo. Un petit peu pareil, je me dis, je sais pas si ça va passer. Ça passe et il gagne, et ouais. Et je suis content, forcément, mais... parce que déjà, bon, c'est Julien Alaphilippe, et que c'est un coureur qui est sympathique. Deuxièmement, vous savez que
Il est né dans le Cher et que je suis du Cher également, donc forcément il y a une relation qui est un petit peu particulière avec certains coureurs. Moi par exemple j'aimais bien aussi William Bonnet. Bah, oui, il était né dans une commune où je passais parfois en voiture. Après bon, il y a des mecs qui étaient mauvais, hein, ils étaient mauvais aussi, mais oui, Julien Alaphilippe c'est un coureur atypique. Et puis tu sais, je le dis toujours, mais dans le Cher, on n'a pas beaucoup de personnalité, hein. Dans la réalité, voilà, hein, je dis toujours que dans le Berry, les personnes les plus connues, elles sont dans l'Indre. Bon, c'est pas toujours les meilleurs, parce que Gérard Depardieu, mais voilà, il y a Denisot et Cadmerat, par exemple, dans l'Indre. Et que dans le Cher, on n'a pas beaucoup de personnalité et qu'il n'y a pas beaucoup de trucs au niveau sport. Bon, vous avez les tangos de Bourges, grosso modo, mais c'est quasiment le seul grand truc sportif dans le Cher. Et c'est vrai que forcément, Julien Alaphilippe, le petit gamin du département de la Diagonale du Vide qui arrive à être double champion du monde, c'est quand même quelque chose. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est un coureur important, mais encore plus important que si pour moi il venait de Picardie, parce qu'encore une fois, les personnalités, par chez nous, il n'y en a pas 150, quoi. Et Julien Alaphilippe fait partie des grandes personnalités du département. Avec, je crois, Roselyne Bachelot, si vous regardez la vie de Roselyne Bachelot dans sa jeunesse. Allez, on regarde tout de suite le numéro 2 de ce classement. Numéro 2 de ce classement, un moment fou, un moment complètement dingue, au milieu du mois d'août. Certains l'ont peut-être raté. Vous avez raté une belle étape, une belle course de cyclisme. La dernière étape du Tour de France Femmes. Ce moment, alors autant vous savez que le Tour de France Femmes, je critique souvent le cyclisme féminin et notamment le parcours du Tour de France Femmes parce que je trouve que c'est pas assez long. Bon. Mais autant sur les éditions du Tour de France Femmes, on a souvent eu des dernières journées très spectaculaires, enfin des derniers week-ends très spectaculaires. L'an dernier, c'était l'étape Pau-Tourmalet. C'était pas, je sais plus où on partait on devait pas partir de Pau pour aller au Tourmalet, mais qui était aussi une étape qui avait été très spectaculaire avec Nevia Doma qui était parti de loin ce jour-là et qui avait été repris par Vollering à quelques mètres de l'arrivée. La première année, on avait eu la bagarre entre Van Vleuten et Vollering. Vollering qui avait tenté un coup pour essayer de faire craquer Van Vleuten pendant que Van Vleuten faisait sa pause pipi. Mais elle avait décidé de faire accélérer son équipe et d'attaquer, parce qu'elle n'avait pas aimé Van Vleuten, et Van Vleuten s'était vengé l'année d'après sur la Vuelta. Et puis bah là, cette année, oui, bah on reprend Vollering, Nevia Doma, comme il y a un an, et puis bah on fait de la chose, mais en position inverse. C'est pas Nevia Doma qui attaque en première et qui tente de résister, non, c'est Vollering. Et avec une étape qui est dingue en termes de scénario, où on se dit à un moment, elle part de très loin, Vollering, elle part très très loin, parce qu'elle part de Jouplane, je crois me souvenir, la côte est très loin de l'arrivée. Tu te dis, bon, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir, mais c'est vraiment très compliqué en termes de parcours. Le rythme est assez intense pendant cette journée. On sait qu'il y a l'Alpe d'Huez pour finir. Donc l'Alpe d'Huez, c'est quand même du costaud. Voilà, tu sais que ça va pas être si facile que ça. Non, c'était le Glandon. Le hors catégorie. T'as le Glandon. Elle décide d'accélérer, mais super loin de l'arrivée. Et puis, surtout, t'as des filles qui arrivent à se montrer. Je pense à Valentina Cavallard, qui se retrouve reprise très loin de l'arrivée. Et puis, Paulina Royackers, qui va accompagner Vollering très longtemps, qui va vraiment travailler et rouler avec Vollering, qui va tenter de faire le maximum pour battre Vollering aussi, parce que sur la fin dans l'Alpe d'Huez elle se dit bon je peux peut-être réussir à finir
à être bien classé, je peux peut-être réussir à faire une belle performance. Et puis, t'as les Françaises qui font une belle étape, je pense Cédrine Carbol et Evita Music. Bon, pas Juliette Labousse qui explose complètement lors de cette journée. Mais tu te dis, oui, il y a... Voilà, il y a quelque chose de bien avec une Evita Music où tu te dis, bon, putain, si devant ça craque, si Roy Akers craque, est-ce qu'elle peut pas monter sur le podium de ce Tour de France Femmes qui serait exceptionnel? Et puis elle arrive quand même, Evita Music aussi, à lâcher Gaillard Realini, à suivre Nevia Doma. Nevia Doma, à un moment, on se dit, bon, bah là, l'écart est important. Voilà, elle a 30 secondes de retard par rapport à Vollering au niveau du général virtuel. Ça va peut-être pas le faire, là. Tu vois, il y a un moment, c'est compliqué. Et puis, ce que j'avais dit, je me souviens lors du débrief de cette étape, j'avais dit, dans la voiture, ils ont dû être costauds du côté de Canyon SRAM pour qu'elle continue à y croire, Nevia Doma, pour qu'elle continue à se donner la fond, pour pas qu'elle explose mentalement complet. Donc il a fallu aussi être très doué dans la voiture pendant 2 heures pour réussir à gérer la situation. Et puis à la fin, Vollering craque pas, mais arrive plus à en remettre autant. Et Nevia Doma arrive à mettre un petit coup de fouet. Ça se joue à rien, 4 secondes, avec une Vollering qui est extrêmement déçue à l'arrivée, avec Nevia Doma qui est hyper contente parce que pour la polonaise, à chaque fois on dit qu'elle n'a pas suffisamment de punch pour gagner les grandes classiques. Il lui manque toujours un petit truc, quoi, tu vois, pour faire la différence. C'est vrai que c'est une fille qui n'a pas beaucoup de punch. Et on se dit, bon, bah là, il y a presque une opportunité pour aller gagner ce Tour de France, mais il faut y arriver. Sauf que tu sais très bien que Vollering avait attaqué. Et je pense qu'il y avait une pression de dingue sur elle. Parce que pour l'équipe, pour le sponsor, ça reste quand même Canyon. C'est une grosse marque de vélo. SRAM aussi, c'est une grosse marque dans le vélo. Parce que tu as aussi une pression, parce qu'en Pologne, il n'y a pas eu d'énormes grands champions. Et surtout des champions en capacité d'aller chercher un Tour de France chez les garçons. Donc tu sais que tu es très suivi, que tu es très regardé. Et là, ce qu'elle arrive à faire, Nevia Doma, ce jour-là, à résister mentalement, elle a vraiment fait preuve d'une grande résistance mentale. Ce jour-là, Nevia Doma, elle a été impressionnante. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est vraiment cette puissance mentale de Nevia Doma. Et puis, il y en a dans tous les sens, quoi, sur cette étape-là. C'est d'un spectaculaire incroyable. Mais vraiment, si vous avez raté cette étape-là, parce que oui, le malheur, c'est qu'elle était au milieu du mois d'août. Alors, c'est sûr qu'au milieu du mois d'août, il y a des gens qui sont en vacances, qui n'ont pas forcément le temps de regarder du cyclisme. Je vous invite vraiment si vous pouvez la retrouver en replay, à la regarder, parce que c'est vraiment un grand moment de sport. Et même les gens qui n'aiment pas forcément le cyclisme, et que vous connaissez, invitez-les à la regarder ça, parce que c'est une journée à vous faire aimer le vélo. Même si vous ne l'aimez pas, parce que c'est explosif, spectaculaire, il s'en passe dans tous les sens, il y a du retournement de situation. Voilà, c'est une très belle journée de vélo que nous ont donné les filles ce jour-là. Et bravo Vollering, Roy Akers, mais également Evita Music ce jour-là, et même Cavallard qui avait résisté, l'Autrichienne, extrêmement longtemps. Je me souviens qu'elle avait réussi à tenir, qu'on ne connaissait pas non plus, parce qu'elle avait fait de l'aviron. Et pourtant, voilà, assez récente dans le cyclisme. Et elle arrive à faire la différence aussi. Donc vraiment impressionnante. Et ouais, vraiment une grande journée sur cette année 2024 que cette victoire au général de Nevia Doma, avec cette victoire d'étape de Demi Vollering. Les mentions honorables. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées sur cette saison et tout ne pouvait pas rentrer. Je commence avec Ben O'Connor sur la Vuelta. Oui, c'est presque improbable, parce que on se dit ce jour-là, comment on a pu laisser autant d'avance à un mec comme Ben O'Connor. C'est ça qui est beau dans le cyclisme, c'est que
malgré les oreillettes, malgré les plus grands tacticiens du monde, et c'est la magie du sport, mais j'ai envie de dire, parce que dans d'autres sports ça arrive, je dis toujours la Formule 1, malgré le travail à l'entraînement, malgré le nombre de capteurs, eh bien parfois il y a des trucs qui sont invraisemblables et qui arrivent à se produire. Là, Ben O'Connor, qui gagne, c'est pas invraisemblable, mais qui gagne avec autant d'avance sur le peloton, dit bon, c'est incroyable. Et c'est vrai que je me dis, ce jour-là, va pas falloir traîner si on veut gagner la Vuelta. Va pas falloir traîner parce que là, avec 5 minutes d'avance, il va falloir aller les chercher les 5 minutes d'avance sur Ben O'Connor. Et vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi à les reprendre. Au final, il n'y a que Roglic. Ben O'Connor fait deuxième. Mais ça confirme aussi cette très grande année de Ben O'Connor avec cette deuxième place aussi sur le Tour derrière Lennart Van der Velde. Voilà, ce bon classement au Giro, même si ça reste un Giro frustrant parce que pas en mesure d'aller chercher les meilleurs en montagne, mais avec un bon classement quand même général à la fin. Et puis la grande année voilà, de Ben O'Connor qui peut être satisfait de cette saison 2024 et donc cette victoire improbable dans son scénario. Deuxième, le BMX aux Jeux Olympiques, cette soirée du vendredi. C'était un vendredi, je me souviens, vers 21h30 avec ce triplé. Je me souviens parce que, vous savez, je regarde assez peu de sport avec mes parents, parce que mes parents n'aiment pas le sport. Mon père n'aime pas du tout le sport, ma mère est pas fan plus que ça, mais bon, journée d'été du mois d'août, pas grand chose à la télévision. Donc souvent je regarde le sport dans mon coin, et puis là, je regarde sur la grande télé du salon, on va dire. Et je me souviens avant le départ, ma mère a dit il y a des Français en finale, c'est déjà bien, tu vois, il y a 3 Français en finale. Et je lui dis oui, fais gaffe parce que les 3 ils sont capables d'être sur le podium. Vu qu'ils l'ont déjà réussi au championnat du monde, je suis pas un expert BMX, mais bon, je fais un petit peu le sport. Je lui dis ils sont capables de le faire, ils ont même des grosses capacités de le faire. Et puis après, ça se déroule. C'est un peu comme Pauline Ferrand-Prévot, ça se déroule sans accroc en finale, ce truc-là. Et puis après, l'ambiance. Les Jeux Olympiques ont été marqués par une ambiance incroyable parce que pourtant, j'ai vu les Jeux Olympiques à Athènes, à Pékin, à Londres, j'ai vu aussi les Jeux Olympiques d'hiver. On n'a jamais connu une ambiance comme ça dans les stades. Pas que pour les Français en plus, mais il y avait une ambiance de dingue à chaque fois. Et c'est un peu la particularité de la France, c'est avoir cette capacité à mettre une ambiance qui est assourdissante parce que quelques mois avant les Jeux Olympiques, je crois que je vous avais parlé du catch qui avait réussi à faire ça à Lyon, à la LDLC Arena, où il y avait eu là aussi des ambiances que les Américains, Fédération de catch américaine, la WWE, n'avaient jamais connues. J'avais dit, ça c'est. Tu vois, je m'étais dit, ce jour-là, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, ça, j'avais vu l'ambiance, j'avais vu quelques matchs. Je m'étais dit, notamment l'entrée des J-Style, je m'étais dit, ça c'est pas mal pour les JO ça, parce que là ils encouragent des mecs, ils sont vraiment à fond, on est en capacité peut-être de mettre de l'ambiance. Et c'est vrai que ça a été quand même la vraie particularité, c'est l'ambiance dans les stades. Ça a commencé au Stade de France avec le rugby à 7, mais l'ambiance au niveau du parcours sur route des Jeux Olympiques, il y a eu de l'ambiance tout le temps, partout, dans tous les stades. Et c'est vrai que le BMX au jeu, le triplé plus à l'arrivée, cette ambiance de dingue, elle est assez exceptionnelle. Et puis en plus, les mecs savent qu'ils peuvent foutre un peu le bordel parce qu'il n'y a pas d'autre compétition derrière. Donc voilà, c'est assez incroyable cette ambiance au niveau des Jeux Olympiques. C'est un grand moment. La razzia des équipes de France paralympiques de cyclisme sur route et cyclisme sur piste, à la fois aux Jeux paralympiques et à la fois au championnat du monde, où on a été chez les garçons dominateurs, un peu moins chez les filles parce qu'on a un peu moins de densité, mais la performance qu'ont réussi ces équipes de France là, un peu dans l'anonymat il faut bien le dire, a été exceptionnelle, notamment la performance qu'on réalise au niveau du relais au championnat du monde, au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, on est tout seul. Le championnat du monde, c'est un peu plus à bagarre, mais on arrive quand même à aller aller chercher ce titre. Et puis les courses, les courses que j'ai pu voir, et pourtant j'aurais aimé voir toutes les courses au niveau des championnats du monde, mais c'était un vrai bordel à cause d'Eurovision Sport, parce qu'il faut savoir qu'ils passaient par Eurovision Sport, c'était pas diffusé
par France Télé. Mais Eurovision Sport, il y avait un délai pour avoir les replays, c'était assez catastrophique. Voire parfois t'avais pas les replays. Donc j'ai pas pu vous faire un débrief complet bien des championnats du monde, parce qu'en plus après il y a eu pas mal de courses qui se sont enchaînées, pas mal d'événements sportifs, donc j'ai pas eu forcément le temps de le faire. Mais c'est vrai que la performance de ces équipes de France a juste été dingue. On savait qu'on était très fort dans ces sports-là, parce que à partir de 2016 on a vraiment misé dans le cyclisme au niveau des Paralympiques. Et ouais, ça a été complètement dingue, avec là aussi des ambiances de fou au niveau du vélodrome. Et puis des ambiances de fou également sur les parcours dans le Val-de-Marne. Donc vraiment une très très grosse... Non, c'était pas dans le Val-de-Marne, c'était dans le 93. Non, c'était dans le 93, pardon. Mais il y avait une ambiance vraiment de dingue. L'autre mention honorable, la première victoire de Pablo Castrillo sur la Vuelta. Pourtant, c'est un événement que j'ai pas vu en direct, donc c'est peut-être pour ça même qu'il n'est pas dans le top 10, parce que c'est un événement que je n'ai pas vu en direct, parce que c'est la seule étape de la Vuelta où il n'y a pas de débrief, voilà, parce que j'étais pas chez moi cet après-midi-là. Pablo Castrillo, il y a déjà bon, le fait que ça soit un petit mec qu'on connaît très peu au final, Pablo Castrillo, qui arrive à battre les meilleurs et à surprendre les meilleurs sur une étape qui est difficile, mais il y a aussi toute l'histoire derrière avec l'équipe Kern Pharma, avec le fondateur qui meurt le matin même, et tu te dis, c'est un peu comme Mohoric quand il gagne son étape sur le Tour de France, où il dit il y a un peu de Gino Meder qui m'a poussé dans le dos pour gagner mon sprint. Ce jour-là, dans chaque jambe, il y avait une énergie supplémentaire du côté de Pablo Castrillo, et il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée, mais je pense que c'était le plus bel hommage qu'il pouvait offrir à cet homme donc qui a créé Kern Pharma, qui a créé cette équipe dans l'idée de former les jeunes, le futur du cyclisme espagnol. Et en plus, bon, ce qui est terrible, on va dire, dans l'idée, c'est que c'est quand ça fonctionne, quand ça commence à fonctionner pas mal, notamment avec cette Vuelta, qu'il décède, avec notamment aussi Pau Miquel, notamment. Et oui, cette victoire sur la Vuelta, elle est aussi hyper émouvante, un peu comme Pauline Ferrand-Prévot pour d'autres circonstances, mais ça reste aussi un des grands moments de l'année, et pourtant, je ne l'ai pas vu. La course en ligne, hommes et dames des JO, la course en ligne assez dingue. Grace Brown aussi sur ces Jeux Olympiques, qui a été impressionnante. Mais l'ambiance sur ces Jeux, encore une fois, comme je le disais avec les Paralympiques, mais c'est vrai que cette course en ligne, ça a été assez marquant. Et puis, j'ai noté Grace Brown parce que la saison de Grace Brown aussi est très marquante. Surtout, elle est très marquante, la saison de Grace Brown, parce que bon, déjà, vous avez ces titres à la fois championne du monde et championne olympique, ça c'est très marquant. Sa victoire aussi sur le chrono des nations, c'est chaque fois on verra le maillot de championne du monde du chrono cette année, mais aussi Grace Brown, sa victoire à Liège, parce que là aussi la victoire est assez improbable. La course féminine de Liège est assez intéressante à suivre. Il y a une grosse échappée, notamment avec Julie Bégaud, des conditions climatiques qui sont extrêmement fraîches, parce qu'elle court après les garçons. Et puis une Grace Brown qui se retrouve sous la pluie, mais vraiment des litres de pluie. Elle rate un rond-point alors qu'elle était dans l'échappée, et qu'en plus il y a des filles qui sont revenues sur elle par derrière, et elle arrive quand même à s'imposer au sprint en costaud. Là, c'était extrêmement solide. Mention honorable également pour Anthony Turgis sur le Tour de France. Bah oui, sa victoire. Sa victoire, elle est aussi assez improbable à Anthony Turgis. Bon, alors, c'est pas improbable qu'un coureur échappé s'impose ce jour-là, parce que c'est une étape, encore une fois, de gravel, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi la chute de Vlasov, qui est une des images marquantes aussi de cette étape, avec Vlasov, où tu te dis, le mec, on le fait repartir, chez Red Bull Bora, sans avoir aucune considération pour la santé et du coureur. Et t'as Turgis qui est dans cette échappée-là, on se dit, oui, Turgis est costaud, mais il y a quand même du beau monde. Je me souviens que déjà, bon, il y a Lutsenko, par exemple,
qui est voilà, qui est quand même pas n'importe qui, que vous avez que vous avez du gros, enfin vraiment des bons coureurs, et puis qu'on est en fin de première semaine. C'est-à-dire qu'on est, voilà, il y a pas mal de fatigue. On se dit aussi, Pogačar va être en avantage par rapport à Remco Evenepoel, mais Remco Evenepoel qui n'hésite pas à accélérer un moment, sauf qu'il s'isole, il a plus d'équipier. On se dit, bon, bah, on va avoir un petit peu peur jusqu'au bout, quoi. Ça va être un peu serré pour lui. Et il est, voilà, encore une fois, dans une échappée où il y a beaucoup de monde, parce que vous avez Lascano qui a fait un très bon début de saison, Van Gils, on sait que c'est un coureur qui est très solide, et surtout, parmi les coureurs qui sont bons dans cet exercice, bah, on a Axel Zinglet, mais on a Aramburu, et puis vous avez Pidcock, vous avez Stuyven. C'est vraiment une très très belle échappée. Il y a même Derek J. J'avais oublié qu'il y avait Derek J dans cette échappée-là. Tu te dis, bon, bah, pour Turgis, ça va pas être si facile que ça, mais ça pourrait être la belle histoire du jour, mais ça va quand même pas être facile. Et puis, on va avoir... tout le monde arrive à résister, même Turgis. Il y a encore un gros groupe, alors qu'on est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée dans l'échappée. On se dit, bon, on a en fait perdu assez peu de monde. On sait bien que Pidcock est fort, mais bon, il est quand même arrivé dans un second temps. Et encore une fois, c'est quand même une étape où on a démarré sur un très gros tempo, parce que tout le monde voulait prendre l'échappée. Donc, on va voir comment ça va tenir. En plus, ils n'ont pas tant de marge que ça sur le peloton. Tu as un groupe de contre-attaque qui est parti avec Guilherme et Van Der Poel, sauf que ça s'entend pas du tout dans ce groupe-là. Personne veut collaborer en fait avec Van Der Poel, et il n'arrive pas à revenir tout seul. Et donc tu te dis, bon, il y a ce groupe de 8, ça va jouer la gagne entre ces 8-là, parce qu'on ne pense pas que Pogačar va réussir à revenir suffisamment fort. Et là, la grande question, c'est de savoir lequel va s'imposer et comment il va réussir à s'imposer. Alors, on va avoir des attaques. On va avoir Turgis qui va tenter une attaque osée, qui était une bonne idée. Et puis, il va y avoir Jasper Stuyven. Et à 10 bandes de l'arrivée, on voit Jasper Stuyven partir. On se dit, bon, Stuyven, déjà, c'est peut-être le plus costaud du groupe parce qu'il avait déjà tenté à plusieurs reprises et il paraissait extrêmement solide. Et surtout, derrière, ça se regarde un peu. Et je me dis... Stuyven, tu lui laisses 50 mètres d'avance dans ce genre de situation, ça peut être extrêmement dangereux pour ses adversaires. Et puis, il prend de l'avance, derrière on ne collabore pas des masses, personne ne veut vraiment faire l'effort, donc ça commence à prendre un petit peu d'avance, et puis 20 secondes. Là, tu te dis 20 secondes, 6-7 km de l'arrivée, ça va être compliqué. Et puis, par je ne sais pas quel miracle, vous avez Lutsenko qui décide de rouler pour tout le monde, ou qui décide de complètement sacrifier ses chances. Tu sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est pour les points UCI ou je ne sais pas quelle idée. Et ce qui fait que tout le monde revient sur Stuyven à 800 mètres de l'arrivée, sauf que tu sais très bien que là ça va se jouer entre les coureurs rapides, sauf que Turgis à un moment il était lâché, donc tu te dis quelle est sa fraîcheur physique. Pidcock au sprint, tu sais qu'il est rapide, mais est-ce qu'il est en capacité de, après une étape comme ça qui a été rapide, de gagner le sprint en sachant qu'en plus il est arrivé à contre-temps, et Turgis va faire un super sprint et va s'imposer, et forcément c'est une image marquante, c'est un moment quand même important de l'année, parce que on est tous, moi je suis de la génération Thomas Voeckler, donc forcément on a tous un affect un petit peu particulier avec cette équipe qui a commencé sous Bonjour, Riage ta boulangère, Bibox, Europcar, et puis Direct Energy et Total Direct Energy aujourd'hui. C'est un peu le petit poussé aussi du Tour de France avec Uno X, alors même si petit poussé c'est quand même vite dit, parce que c'est quand même des budgets à 10 millions d'euros. Et ouais, cette victoire de Turgis, en plus c'est une victoire qui est importante, c'est quand tu connais aussi l'histoire de la famille Turgis, avec tous les problèmes cardiaques qu'il y a eu, tous ces frères qui étaient des coureurs prometteurs, notamment Tanguy Turgis, et qui ont dû arrêter extrêmement jeune, et que c'est un peu le dernier de la fratrie.
Et qu'en plus tu te dis bah c'est aussi l'avènement d'un coureur parce que Turgis souvent il a été régulier sur les classiques flandriennes, il n'est pas passé loin sur les classiques parfois flandriennes, parfois battu que par Mats Pedersen et des coureurs de ce type là, et là bah, il a enfin son moment de gloire, enfin sa grande victoire. Et pour Total Energy, bah oui, la disette commençait à être longue depuis la victoire de Lilian Calmejane, donc voilà, on passe enfin à autre chose. Et on n'était pas passé loin en plus l'année d'avant pour Total Energy avec Pierre Latour. Et là, bon, bah voilà, la gagne enfin d'une année qui n'a pas été évidente en plus. En plus, un Turgis qui avait été critiqué par Jean-René Bernaudot. Donc, ouais, il y avait, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient dans la tête du Français à ce moment-là. Et puis, je termine avec un dernier moment important de la saison. Quand je parlais des classiques flandriennes avec la domination de certains coureurs, bah c'est le Koppenberg avec Van Der Poel où tout le monde est à pied dans le Tour des Flandres et le seul qui arrive à être sur son vélo avec Dylan Teuns aussi, c'est Van Der Poel, et l'écart qu'il fait ce jour-là. On a souvent parlé de la domination de Pogačar en oubliant peut-être la domination de Van Der Poel sur les Flandriennes cette année et notamment sur le Tour des Flandres où il a été intouchable, Van Der Poel, et notamment le Koppenberg où il a concassé ses adversaires, explosé ses adversaires à ce moment-là. Et c'est vrai que l'image, vous voyez le coureur de la Movistar, alors je sais plus c'était qui, c'était Lascano, je sais plus qui était à l'avant de la course, non ça devait être Ivan Garcia Cortina qui se retrouve complètement à l'arrêt, et puis Van Der Poel qui l'enrhume et tous les autres qui sont complètement bloqués. C'est quand même aussi une image marquante de la saison. Le grand vainqueur de ce classement, le moment le plus marquant de l'année, eh bien, c'est l'étape numéro 11 du Tour de France. Une étape qui traversait une partie du Massif central et Vaux-les-Bains, le Lioran, et une étape qui a été là aussi complètement dingue. Déjà parce que le fait qu'il n'y ait jamais eu d'échappée quasiment, enfin... Voilà, il n'y a jamais eu une très grande échappée. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de tentatives. Il faut attendre quasiment 120 km, 130 km pour que la bonne échappée parte. C'est-à-dire c'est une étape qui est longue, voilà, de 111 km, et la bonne échappée part à 80-70 km de l'arrivée. L'échappée. Elle part super tardivement. Et en fait, l'échappée, elle ne va jamais avoir énormément d'avance. Et donc, on se retrouve à avoir une course où avec UAE qui décide de rouler, qui décide de... Voilà, qui veut, je pense, marquer un grand coup en se disant « Bon, Vingegaard, il a déjà résisté à l'étape de gravel, mais bon, là, il va pas résister, Coco. Là, on va réussir à l'avoir sur cette étape-là. » Et ben, en fait, non. Non, parce que... et pourtant, Pogačar, il attaque. Mais... c'est peut-être le jour du Tour de France et son jour dans l'année où il s'est raté, avec la première étape du Giro aussi, où il se fait battre par Narvaez. Et là, dans cette étape-là, ils arrivent très vite à lâcher Remco Evenepoel, qui ne peut pas suivre le rythme des deux. Et ils vont tenter. Et au sommet de Puy-Marie, première attaque de Pogačar. Et voilà, il fait plusieurs attaques à fond, et là tu te dis, Vingegaard n'arrive pas à suivre, ça va être compliqué, il y a aussi Roglic, il y a Evenepoel, là tu te dis, bon, ça y est, il est bien parti, sauf qu'en haut de Puy-Marie, ça revient un petit peu, mais ça revient un petit peu, tu dis qu'il arrive à stabiliser l'écart, mais dans la descente, il fait ses efforts, il arrive à reprendre un petit peu d'avance, et en fait Vingegaard, peut-être avec un petit peu d'impréhension, se fait reprendre par Roglic, et derrière Evenepoel arrive à revenir sur eux. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Pogačar, il a de l'avance. Quand il arrive en haut du col du Pertus, il a de l'avance. Tu te dis, 35 secondes, allez, vu comment il a dominé la saison, lui il n'est pas tombé, contrairement aux autres, normalement ça doit le faire. À l'arrivée, il doit mettre une 30 à tout le monde et il doit déjà sacrément faire mal sur ce Tour de France. Sauf que ça se passe pas aussi bien parce que il n'est pas dans une super journée ce jour-là, Pogačar, et il va voir Vingegaard revenir
Et on va avoir le... Alors comment il s'appelait ce col que je retrouve? Il va y avoir le duel voilà, sur le col de Fond de Serre. Et là, c'est un gros combat. Les deux se mettent des menaces. Ils n'arrivent pas bon, à se départager. Bon, on se dit ça va être un sprint. Et normalement, on se dit Pogacar au sprint par rapport à Vingegaard, aucun problème, quoi. Normalement, il met la misère. T'as derrière le groupe Roglic et Evenepoel avec la chute de Roglic dans la descente. Et puis ce sprint, léger faux plat montant. Et là, Pogacar, il n'y a pas l'énergie au niveau des jambes quoi, de d'habitude. Et ce qui fait que c'est très disputé avec Vingegaard. Et ça va être victoire de Vingegaard. Et encore une fois, il y a 2 jours dans l'année où Pogacar s'est planté. C'est ce jour-là où il est peut-être parti de trop loin et qu'après, en termes de nourriture, d'hydratation, de nutrition, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait et il s'est retrouvé un petit peu en difficulté par rapport à Vingegaard. Et puis, il y a eu la première étape du Giro où il s'est fait avoir par Narvaez qui l'a débordé. Je dirais pas comme un bleu, mais quand même pas loin. Et cette étape-là, pourquoi pour moi c'est le moment le plus marquant de l'année? Parce que c'est du cyclisme champagne. Il y en a un petit peu de partout. Tu as du Carapaz d'un côté, tu as du Benelli, tu as cette échappée qui arrive jamais à sortir. Ça a été l'une des difficultés du Tour de France. C'est-à-dire le nombre de coureurs qui voulaient prendre des échappées et puis des échappées qui nous faisaient des débuts de course où parfois on était à 47, 48 de moyenne. Là, je me souviens, les premières heures de course, on n'est pas loin de 50 de moyenne. Je me dis, putain, 50 de moyenne, les routes du Massif central avec le rendement catastrophique, plus ce qui attendait après derrière, avec Puy-Marie, avec le col de Pertus et l'arrivée au Lioran. Bon, c'était pas la montée la plus dure, mais tout cet enchaînement-là, je me disais, oh là 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 là, mais ça va exploser de partout, ça a explosé de partout, c'était vraiment spectaculaire à regarder. Et puis en plus, avec la surprise à l'arrivée, Jonas Vingegaard pour le retournement de situation, et puis cette chute de Primož Roglic, qui en plus... le soir même, il y a encore un dernier retournement de situation. On pense que Roglic perd 1 minute 30, mais non, parce que comme il était dans les 3 derniers kilomètres et c'était pas considéré comme une étape de montagne, eh bien, il a réussi à revenir dans le temps de Remco Evenepoel. Donc voilà, t'as tout, ce qui fait le charme du cyclisme, mais même un petit peu de polémique en plus. C'est pour ça que c'est un moment marquant de l'année. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!